Mes chers amis, mes chères grenésiennes et mes chers grenésiens, bienvenue dans le Grenier de l'Écho. La seule émission réalisée sans montage et sans trucage, d'un seul coup en direct, en différé, où on va parler d'un sujet assez important, assez lourd, le nouvel ordre mondial, la guerre pour le nouvel ordre mondial. C'est de ça que je vous propose de causer pour notre petite causerie amicale et dominicale en cette veille quasiment de jour du printemps, ou du printemps, je ne sais plus, c'est aujourd'hui, demain. Bref, se préparer à la guerre pour le nouvel ordre mondial. Elle a commencé cette guerre pour le nouvel ordre mondial, et dans cette notion de nouvel ordre mondial, je peux vous assurer qu'il n'y a pas grand-chose de sulfureux d'ailleurs, ou de complotiste, mais une réalité historique que je souhaite partager avec vous. Et encore une fois, pas d'idée préconçue, pas de vérité intangible, mais la volonté de partager avec vous une réflexion, mais aussi une prise un petit peu de distance, de hauteur par rapport aux événements que nous vivons aujourd'hui et que nous vivons en Ukraine, avec donc cette thématique se préparer, se protéger à la guerre pour le nouvel ordre mondial, qui est évidemment celle que nous vivons aujourd'hui. Alors, à la barre, je vais convoquer un témoin, Nicolas Sarkozy et le site de l'Élysée, pour vous parler du nouvel ordre mondial. Nous sommes 23 septembre 2009, donc si vous tapez sur votre meilleur ami et moteur de recherche que vous préférez, déclaration de monsieur Nicolas Sarkozy, président de la République, sur la refondation d'un nouvel ordre mondial à New York le 23 septembre 2009, eh bien vous tomberez sur la totalité de son discours sur le site de l'Élysée, où Nicolas Sarkozy, à l'époque, président de la République, passe en revue la totalité des structures de gouvernance mondiale et dit va falloir faire un nouvel ordre mondial. Et donc, sous-entendu, il va falloir réformer les structures de gouvernance mondiale qui ne sont plus adaptées. La grande idée étant de dire que à une globalisation, à une mondialisation, doit correspondre des instances et des structures de gouvernance mondiale et également globalisées. Donc, vous voyez, vous avez là rien de bien sulfureux, des choses qui peuvent évidemment se négocier, se discuter. On peut être pour, on peut être contre, on peut avoir envie, pas envie, on peut aller interroger la notion et la place de la démocratie dans une gouvernance mondiale, savoir comment on peut adapter la démocratie directe et indirecte à cette gouvernance mondiale, etc. Donc on peut débattre de tout ça, bien évidemment, mais vous voyez que finalement, il y a quelque chose d'extrêmement logique et de pas très sulfureux, donc dans le sens pas très évidemment complotiste là-dedans, il n'y a strictement rien de complotiste. Je vais convoquer un deuxième témoin pour vous parler de ce nouvel ordre mondial. Je vais convoquer quelqu'un qui est plus tout jeune, qui est Karl Marx. Et Karl Marx, bon, je vous la fais courte, mais en gros, il parlait de l'infrastructure et de la superstructure, je vous en ai déjà parlé. L'infrastructure, c'est la base. L'infrastructure, c'est la vie dans laquelle nous évoluons. Alors aujourd'hui, notre infrastructure, elle se compose d'Amazon, d'Internet, du commerce en ligne, elle se compose de plein de choses, notre infrastructure, des voyages en avion très faciles, elle se compose de compagnies low cost, elle se compose de visioconférences, de capacité à se voir par visio malgré la distance, de traducteurs en ligne, notre infrastructure, c'est tout ça. C'est notre vie quotidienne, elle se compose des réseaux sociaux, de YouTube, de cette vidéo que vous pouvez regarder, des commentaires que vous allez pouvoir mettre, voilà, ça c'est notre vie. Vous imaginez bien que ça n'existait pas en 1945. Et la date de 1944-1945, ces deux années-là, que je vous cite là, je ne vous les cite pas par hasard, nous allons y revenir un petit peu plus tard. Donc, cette infrastructure dans laquelle nous évoluons, Karl Marx postule qu'à chaque nouveauté, nouvelles évolutions de l'infrastructure, donc y compris de l'ordre social, de l'ordre moral, de l'ordre des luttes des classes, etc., eh bien, va correspondre la nécessité de faire évoluer la superstructure et que les crises naissent de l'incapacité de la superstructure, c'est-à-dire de la gouvernance, ce qu'il y a au-dessus, basiquement le gouvernement, la gouvernance, la manière de diriger. Quand la manière de diriger n'est plus adaptée à la manière de vivre de la base et donc des masses laborieuses, camarades que nous sommes, eh bien vous avez une révolution, vous avez un changement, vous avez une crise. Et donc c'est évidemment une situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. L'infrastructure a considérablement changé, mais la superstructure,
la gouvernance mondiale, est héritée de 1944-1945, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et aujourd'hui, plus de 70 ans après, eh bien, il est évident que l'infrastructure a complètement changé et que la superstructure de gouvernance, il est assez logique de vouloir l'adapter au monde tel qu'il fonctionne. Alors, ces histoires de nouvel ordre mondial, eh bien, il n'y a de nouvel ordre mondial que quand il y avait un ancien ordre mondial. Et donc, chaque changement de nouvel ordre mondial est un nouvel ordre mondial. Rien de neuf sous le soleil, les amis. Le dernier ordre mondial, il est hérité de 1945. Vous avez ici 3 grands chefs d'État. Vous les avez croisés tous dans vos livres et manuels d'histoire. Churchill, Roosevelt et l'éminent Staline, le feu prédécesseur du camarade Vladimir Poutine. Bon. Et donc, ces hommes-là, à Yalta, qu'est-ce qu'ils font? Ils se partagent le monde, d'accord? Ils établissent un nouvel ordre mondial. Et le nouvel ordre mondial, il est hérité de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Yalta, d'ailleurs, c'est marrant, comme l'histoire fait des clins d'œil assez impressionnants. Yalta, c'est ici. Ça, c'est l'Ukraine, et ça, c'est la Crimée, et Yalta, c'est par là. Et donc, Yalta, c'est évidemment en Crimée. Alors, maintenant, la Crimée a été reprise par les Russes, donc la Crimée appartient aux Russes, mais elle est évidemment revendiquée par les Ukrainiens. Donc on est, vous voyez, en plein cœur. C'est fou de penser quand même que le dernier ordre mondial qui avait été mis sur la table et la dernière répartition du monde qui se fait, alors il y a Yalta, il y a Potsdam, il y a Bandung, bon, il y a plein de choses qui vont permettre de faire, Bretton Woods, etc., qui vont permettre de faire le nouvel ordre mondial de l'époque dans laquelle nous vivons encore aujourd'hui avec les mêmes structures, mais pourtant on est déjà en Ukraine. Voilà, donc je voulais vous faire le petit clin d'œil. À l'époque, avec toutes ces conférences-là, Yalta, Potsdam, qu'est-ce qu'on fait? On a la création du Fonds monétaire international et de la BERD, qui est la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Et puis la BERD donnera d'ailleurs naissance à une petite sœur bien des décennies après, la BERD, là cette fois-ci pas avec un I comme la BIRD, mais la BERD avec un E, qui était la Banque européenne de reconstruction et de développement. Et le premier président de cette banque européenne pour la reconstruction et le développement sera Jacques Attali, que vous connaissez. Donc chaque changement de gouvernance est un nouvel ordre mondial. Comprendre la guerre pour le nouvel ordre mondial en 2 images. La première image, c'est la une de Marianne, il y a 15 jours, me semble-t-il, derrière l'invasion russe, le nouvel ordre mondial. Et la deuxième image que je voulais vous montrer, c'est une autre une, celle de The Economist, qui est sortie hier et qui doit être disponible dans vos kiosques à partir de maintenant. The Alternative World Order. En d'autres termes, avec Poutine ici en bleu et Xi Jinping en rouge, l'alternative au nouvel ordre mondial. Et oui, on a un vrai combat, vous l'avez compris, dans l'approche même du nouvel ordre mondial que l'on souhaite mettre en place. Alors, je vais vous faire un peu d'histoire récente. Parce que si vous ne comprenez pas l'enchaînement des événements, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui, à mon sens. Et moi, c'est comme ça que je comprends les choses. En 1946, excusez-moi, c'était le 5 mars 1946 et pas 45, Winston Churchill a une formule qui sera restée très célèbre dans l'histoire du monde, c'est « un rideau de fer s'est abattu sur l'Europe ». D'un côté, l'Est, l'URSS, de l'autre côté, l'Ouest, les forces libres, d'un côté, les rouges, les méchants, les soviétiques, de l'autre côté, les bleus, les gentils, l'OTAN, nous. Dans un monde manichéen, noir, blanc, rouge, bleu et gentil, méchant. Le 17 février 1986, il va se passer autre chose. Il va y avoir l'achèvement du marché unique européen avec l'acte unique. Je vous parle de l'Europe de l'Ouest. C'est l'époque où l'Espagne rentre, par exemple, l'Espagne, Portugal, etc. Tout ça, ça rentre dans l'Europe, dans la CE, dans la communauté des États européens, qu'on appelle la CE à l'époque. C'est l'acte unique, c'est le marché unique européen. Et puis, donc c'est dans ce monde-là qu'on évolue, que les gens de mon âge évoluent. 1989, c'est la chute du mur de Berlin. Les bleus, les rouges, les gentils, les méchants, le rideau de fer de 1946, boum, effacé, le rideau de fer tombe avec la chute du mur de Berlin, avec l'effondrement
et la dissolution de l'URSS qui devient la CEI, la Communauté des États indépendants, ça ne durera pas très longtemps et ça deviendra rapidement la Fédération de Russie. Et avec, en 2001, 10 ans après, l'entrée de la Chine dans l'OMC. Je reprends. Le rideau de fer tombe dans le nouvel ordre mondial de 1945. C'est un monde bipolaire. Les bleus, les rouges, les gentils, les méchants, les soviétiques, les américains, l'OTAN, le pacte de Varsovie d'un côté, l'OTAN de l'autre, le communisme d'un côté, le libéralisme et le capitalisme de l'autre. D'accord ? Voilà quel était le monde hérité du rideau de fer de 1945-1946, jusqu'à la chute du mur de Berlin et la fin de l'URSS. On est dans les années 90. Et à partir de ce moment-là, eh bien évidemment, avant la mondialisation n'était pas possible. Nous avions un monde bipolaire. Et nous allons passer dans un monde multipolaire avec une mondialisation. Mais avant d'achever la mondialisation et d'achever un monde et d'arriver à un monde multipolaire, on va avoir une période d'hégémonie extrêmement longue. On va appeler la Pax Americana, la paix américaine, une hégémonie américaine sans partage. Et pour cause, les États-Unis viennent de gagner par chaos un combat idéologique majeur qui aura duré plus de 50 ans entre l'URSS, le communisme et le capitalisme, la liberté, l'économie dirigée. Donc pendant, on va dire, une vingtaine d'années, de 90 à 2010, on a une domination écrasante et sans partage, évidemment, d'une véritable hégémonie américaine. Donc le monde qui était devenu bipolaire devient unipolaire sous domination américaine avec la Pax Americana, et puis petit à petit, la mondialisation faisant, eh bien, cette hégémonie américaine, ce monde unipolaire va s'effacer pour laisser la place à un monde multipolaire avec l'émergence de deux grandes puissances, et bien évidemment la Fédération de Russie et bien entendu la Chine. Alors, je voulais vous partager un petit graphique assez sympa pour mesurer la mondialisation avec les délocalisations. Donc vous voyez ce premier pic de délocalisation ici, et ben globalement il commence là. Et donc là on est en 86, c'est l'acte unique, et donc on va commencer à délocaliser dans les pays européens, et avec la chute du mur de Berlin à partir de 1990, eh bien on va également pouvoir délocaliser de manière très importante dans les pays de l'Est. Donc ici, là, vous avez globalement, jusqu'en l'an 2000, 80, on va dire de 90 à 2000, basiquement, vous avez des délocalisations massives et en Europe de l'Est, puisque le mur de Berlin est tombé. Alors, donc d'abord, dans l'Union européenne classique, 1986-1990, dans des pays comme l'Espagne, le Portugal, etc. Puis après, dans les pays de l'Est, à partir du moment où, en 91, c'est l'effondrement de l'ex-URSS, et puis ça commence en Asie, mais assez mollement. Puis vous avez un effondrement ici des délocalisations. Il va falloir attendre 2002, et là c'est l'entrée en 2001 de la Chine dans l'OMC, pour voir des délocalisations, un deuxième pic de délocalisation qui va être massif, là qui concerne évidemment plutôt l'Asie et en particulier la Chine. En 2020, la mondialisation, les délocalisations sont largement terminées. Et donc, entre la fin du communisme, au sens strict du terme, qu'on peut dater de l'effondrement de l'ex-URSS 1990, et 2020, va se passer 30 ans. Et dans ces 30 ans-là, eh bien, nous avons deux géants qui vont émerger, la Russie d'un côté, évidemment, et surtout, la Chine. Et la Chine, c'est un nouveau géant. Et c'est un pays, il faut bien le comprendre, qui est traumatisé par un siècle d'humiliation, qu'ils appellent d'ailleurs le siècle de l'humiliation, qui est une forme, ils sont occupés, colonisés, divisés, séparés, de 1939 à 1949, c'est les guerres de l'opium, c'est les comptoirs, enfin bref, c'est un moment qu'ils vivent extrêmement mal, c'est l'occupation japonaise, qui a laissé énormément de rancœur, et c'est l'arrivée de Mao et du communisme en 1949 et la Grande Marche, etc., qui va permettre à la Chine de sortir, ce qu'ils considèrent dans leur histoire, de sortir de ce siècle d'humiliation. Alors, la Chine a une obsession, c'est ne plus être humiliée et retrouver son unité territoriale, puisque
Mao a marché, celui qui reculait en face c'était Chiang Kai-shek et les troupes de Chiang Kai-shek, et Chiang Kai-shek traverse la mer de Chine pour aller se réfugier évidemment à Taïwan, et donc voilà, d'un côté la Chine continentale communiste, et puis Taïwan qui avait recueilli les non-communistes de Chine, mais la Chine considère que Taïwan évidemment lui appartient. La Chine est devenue le plus gros producteur mondial, c'est les plus grosses usines, et c'est une économie définitivement modernisée, avec également une forte dépendance évidemment à l'énergie. Puis de l'autre côté, vous avez la Russie de Vladimir Poutine, qui est également une nouvelle puissance. Là aussi, Poutine accède au pouvoir en 1940, enfin en réalité, tout début, il commence l'année 2000, c'est le 31 décembre 1999, donc on peut dire que globalement, Poutine est président à partir de 2000. Ça fait donc 22 ans qu'il est à la tête de la Russie. Un traumatisme pour lui, c'est l'effondrement, enfin pour lui, pour la Russie, pour ce qu'il incarne, c'est l'effondrement de l'ex-URSS et le syndrome Moscou ne répond pas. Lui, il est en poste, il est membre du KGB, il est en poste à Berlin lorsque le mur de Berlin s'effondre. Il appelle Moscou en gros en disant c'est quoi les ordres? Est-ce que je fais tirer sur les Berlinois ou est-ce que je fais pas tirer sur les Berlinois? Et donc les ordres ne viendront jamais. Moscou ne répond plus. Donc ça, c'est un véritable traumatisme politique. Et donc, son obsession, c'est rétablir la puissance de la Russie, qui avait été découpée et vendue à vil prix dans les années 90 par Boris Eltsine, j'arrive jamais à le dire. La soumission d'ailleurs au FMI pendant ces années 90, puisque en juillet 90, alors c'est pas que Boris Eltsine qui pose problème, c'est Mikhail Gorbatchev qui le premier demande en juillet 90 l'aide, non pas de Mikhail Gorbatchev, mais c'est Mikhail Gorbatchev qui demande l'aide dans les années en juillet 90 du FMI. Et donc le FMI va évidemment dire oui. Donc vous l'avez compris, c'était implicite, ça allait sans dire, mais comme ça va nettement mieux en le disant, nous allons le préciser. Nous sommes dans une configuration où nous avons deux conceptions du nouvel ordre mondial qui s'opposent, et qui s'opposent frontalement, et en Ukraine, qui s'opposent par Ukraine interposée extrêmement violemment. Donc une nouvelle gouvernance mondiale sous domination idéologique anglo-saxonne en général et évidemment une domination politique américaine en particulier, c'est le nouvel ordre mondial dont vous parle Nicolas Sarkozy. On rentre dans l'OTAN, alors là je fais pas de politique, je dis pas je suis pour, je suis contre, je vous analyse des faits. Après si vous voulez être pour ou contre, c'est autre chose, c'est un débat politique. Moi je vous remets ça dans une perspective historique où je ne prends pas parti pour ou contre. Ce n'est pas l'objet de mon exposé et des informations que je voulais vous partager. Et puis vous avez une nouvelle gouvernance mondiale, multilatérale, qui est prônée par la Chine et la Russie. Techniquement, oui, non, mais sans domination américaine, et puis évidemment, tout se passerait pour le mieux dans le meilleur des mondes, oui, jusqu'à ce que peut-être la Chine prenne la domination du monde, d'accord ? Donc, faut pas être naïf, ni dans un sens, ni dans un autre. On est dans un combat à mort, et dans une guerre à mort pour la domination du monde. Et dans cette guerre à mort pour la domination du monde, aujourd'hui ce sont les Ukrainiens qui en font les frais, demain et dans quelques semaines, ou dans quelques mois, ce sera peut-être les Taïwanais, puisque rien n'exclut évidemment une invasion par la Chine de Taïwan, si Taïwan ne peut pas être récupéré par la négociation, comme l'Ukraine n'a pas pu être récupérée par la négociation par la Russie. Eh bien, Taïwan sera peut-être récupéré par les armes par la Chine, comme l'Ukraine, par les armes par la Russie. Et donc, ce sont deux visions du monde et du nouvel ordre mondial qui, pour le moment, sont complètement irréconciliables. Donc, à travers toute l'écume que vous entendez, tout le bruit de fond qui est là, les bombes, les explosions, la guerre, les propagandes des uns, des autres, les informations qui fusent, etc., si on prend du recul et si on veut regarder le grand tableau d'ensemble, nous sommes confrontés à une guerre pour le nouvel ordre mondial dans sa conception même. Et donc c'est vraiment une lutte acharnée pour le leadership mondial, pour être capable de remettre en place une super structure qui soit en cohérence avec le monde. Et donc dans ce moment, dans ce qu'on appelle un peu ce clair-obscur, où il ne fait pas encore nuit, il ne fait pas encore jour, on est dans une phase complètement transitoire. Et ben c'est ces phases transitoires qui sont ces phases de crise au moment au niveau historique, si vous voulez,
voulez. Ce sont des phases de crise, des moments paroxystiques de tension qui amènent soit à des guerres, soit à des négociations, et parfois évidemment à des tragédies historiques. On est potentiellement tout à fait dans une configuration où nous pouvons vivre une tragédie historique. Pourquoi ? Parce qu'on n'a que 3 manières de se sortir de l'affrontement de ces 2 conceptions de nouvel ordre mondial. Il n'y en a pas 15, il y en a 3. La première solution, c'est la meilleure, c'est la négociation, évidemment. Mais avant de pouvoir négocier, chacun va essayer d'avancer ses pions, et donc la Russie prend l'Ukraine, monte sa détermination militaire, la Chine prendra peut-être Taïwan, et puis on va négocier, ou pas. Si on négocie pas, il y aura 2 autres solutions. Soit la guerre totale, on s'échange des bombes nucléaires ou pas, donc on peut juste s'envoyer des divisions russes jusqu'à Brest, et puis finalement Poutine décidait d'envahir la totalité de l'Europe, aidé d'ailleurs peut-être même par la Chine, bref. Et puis les Américains qui n'enverront pas les soldats Ryan mourir sur les plages normandes. C'est tout à fait possible, on peut ne pas avoir de guerre nucléaire, et puis je ne sais pas si Emmanuel Macron appuierait réellement sur le bouton rouge pour atomiser Moscou et nous faire complètement détruire si nous étions envahis par les Russes. Et je ne suis pas persuadé que nous opposerions, avec nos trottinettes et nos Vélib, une résistance aussi peut-être importante que la résistance ukrainienne. Je ne sais pas si nous serions aussi motivés. Donc la guerre totale, nucléaire ou non nucléaire. Et puis la troisième possibilité, c'est évidemment la séparation. La séparation, le rideau de fer, 1946, 2022. Peut-être que nous allons avoir un nouveau rideau de fer qui là, plutôt que d'être uniquement comme ça, serait plutôt un peu plus en diagonale, avec évidemment la Russie, la Chine, une partie de l'Inde, parce que, alors quand je dis une partie de l'Inde, c'est que l'Inde, aujourd'hui, refuse d'appliquer les sanctions qu'on impose à la Russie. Donc l'Inde, 1,5 milliard d'habitants, comme la Chine, 1,5 milliard d'habitants, elle ne rentre pas dans ce jeu-là. Vous connaissez les alliés des Russes, j'en avais parlé, l'Iran, le Venezuela, etc. Un certain nombre de pays qui sont neutres. Donc nous pourrions avoir tout à fait une partition du monde avec l'Europe occidentale, les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, enfin bon. Et vous voyez là aussi les alliances, en gros, l'OTAN d'un côté, et nouveau pacte, non pas de Varsovie, mais qu'on pourrait appeler un nouveau pacte de Pékin, par exemple, au hasard, avec la Russie et la Chine en tête de pont. Je pense que c'est le scénario aujourd'hui, très certainement, qui est le plus crédible et qui a le plus de chances de voir le jour, parce que les négociations, disons-le, patinent de manière très sévère. Et je ne suis pas sûr qu'en fait, je suis même presque sûr qu'aucune des parties a intérêt à un accord finalement. Et quand on fait une analyse très précise de la situation, la situation, elle ne plaide pas pour des négociations qui réussiraient, mais vraiment pour une séparation en fait, et se retrouver avec ces 2 conceptions de nouvel ordre mondial, elles vont avoir chacun une partie du monde qui adhère, et puis ça pourrait être effectivement chacun de son côté. Et donc les implications d'un nouveau rideau de fer, économiquement, militairement, techniquement, ça a beaucoup d'implications. Évidemment, c'est à ça qu'il faut que vous vous prépariez. Alors les conséquences économiques, j'en avais parlé déjà. Ça change pas par rapport à ce que je vous avais dit la semaine précédente. Ça change pas non plus, mais si, ça change. Je suis où? Partage du monde, le scénario auquel on doit se préparer. Alors, pourquoi c'est le scénario auquel on doit se préparer le plus? C'est hyper logique en fait. La guerre totale, ça sert à rien de s'y préparer, on va tous mourir. D'ailleurs, les marchés veulent pas valoriser ou pricer une 3e guerre mondiale, et en fait, ils ont raison, parce que ça n'a aucune logique. On sera tous morts. Donc, de toute manière, si on est tous morts sous des bombes atomiques, c'est pas utile de se préoccuper de la valorisation de ses actions et de son PEA. Très logique. Donc, on va valoriser quoi? On va valoriser la paix et les négociations, ou éventuellement, on valorise une partition du monde, un nouveau rideau de fer qui tombe, et donc quoi? Une démondialisation aussi violente que massive. Et c'est ça, le risque de la partition et du nouveau rideau de fer qui tombe,
c'est que Pékin vous envoie plus toutes les chinoiseries auxquelles nous sommes habitués et que nous trouvons fort sympathiques de type smartphone, iPhone, Samsung Galaxy Note Plus 3 22B12, ordinateur, imprimante, caméra, micro-cravate, truc pour éclairer votre grenier, enfin, vous voyez, c'est toutes ces petites chinoiseries fort sympathiques. Nous pourrions très vite ne plus les recevoir, mais de même que pompe à chaleur, semi-conducteurs, etc., etc., etc. Et je vous rappelle que la moitié de la Chine à peu près est confinée aujourd'hui pour une épidémie d'Omicron qui fait autant de morts, si ce n'est moins de morts, qu'une grippe saisonnière. Donc évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire avant tout un scénario de pénurie majeure avec une inflation majeure. Voilà ce que ça signifie. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, vous l'avez téléchargé, c'est déjà dans vos espaces lecteurs, évidemment l'alerte rouge avec les 12 mesures d'urgence à prendre immédiatement pour protéger votre patrimoine. Et vous trouverez également dans vos espaces lecteurs pour tous les abonnés à la lettre stratégie, vous trouverez cette présentation, mais avec la suite, donc pas la version expurgée que j'utilise là, mais la version complète que vous trouverez dans vos espaces lecteurs avec un certain nombre de mises à jour et d'éléments nouveaux qu'il faut que vous ayez en tête pour, pareil, mieux vous préparer, et ça vient compléter le flash stratégie de la semaine dernière. Si cette vidéo vous a plu, évidemment vous vous abonnez à la chaîne du Grenier de l'Écho, vous mettez un pouce bleu, un gros doigt de schtroumpf, vous pouvez la partager sans modération, vous pouvez activer les notifications, c'est la petite cloche qui est en bas par là, vous pouvez vous abonner à la lettre stratégie, c'est la petite machin là qui est là-haut, et puis sinon dans la description vous avez tout ce qu'il faut, et puis vous avez évidemment la possibilité de commenter et d'échanger, de partager vos informations et vos avis et vos opinions et vos analyses dans les commentaires pour enrichir la réflexion de chacun et apporter évidemment de nouveaux éléments pour mieux penser, pour enrichir vraiment notre perception du monde et notre compréhension du monde et des crises et de la crise actuelle. Et puis évidemment, vous pouvez aller sur le site insolentiae.com, vous abonner tout simplement à la lettre d'information quotidienne et gratuite que vous recevez par mail. Et enfin, vous pouvez me rejoindre sur Twitter avec le machin @insolentiae et vous me retrouverez sur Twitter pour pareil pouvoir suivre gratuitement l'actualité du site insolentiae.com de manière gratuite. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur cette lutte acharnée pour le nouvel ordre mondial. C'est de ça dont il s'agit. C'est une lutte entre deux conceptions du nouvel ordre mondial. Cette lutte aujourd'hui, elle est passée à une guerre de haute intensité en Ukraine, mais qui reste une guerre qui est localisée. Et à tout moment, ça peut évidemment s'étendre. Ça s'est déjà étendu à travers un certain nombre de choses que l'on peut percevoir et d'alliances qui sont en train de se faire, et la Chine qui petit à petit est en train de sortir du bois et de moins en moins cacher son rapprochement avec Moscou. Le tic-tac et l'horloge tournent, la Chine est confinée dans quelques semaines, maintenant au nombre de 2, puisqu'il y en a déjà une qui est passée, eh bien la raréfaction va commencer à se faire sur les chaînes logistiques, nous allons commencer à avoir de très fortes perturbations, nous allons voir apparaître les premières pénuries, et nous allons avoir un nouveau choc inflationniste qui va venir se surajouter au choc inflationniste qui est lié à la guerre en Ukraine et aux perturbations intra-européennes. On n'est pas bien, patron, comme on peut le dire, dans la pub Lidl. On est mal, on est mal, on est mal. Préparez-vous, achetez vos boîtes de conserve. Ça, c'est le conseil gratuit pour tout le monde. Et je vais dire globalement et basiquement pour tous les Grenésiens et Grenésiennes qui gagnent aux alentours, allez, on va dire dont les revenus ne dépassent pas 2500 € par mois, et je peux vous dire que c'est l'écrasante majorité, le salaire médian en gros on a 1700, 1008, donc l'écrasante majorité de nos concitoyens ne gagnent pas plus que 2500 € par mois. Le choc inflationniste est évidemment terrible pour tous les gens, tous les foyers
qui sont dans ces eaux-là et qui pour moi sont toutes les classes moyennes dont on fait partie, et bien voilà, c'est au mieux 2500 €, allez, 3000 € monsieur, madame, on va entre 5 et 6000 € pour le foyer. Voilà, vous avez là jusqu'à 80-90% de la population ne gagne pas plus de 6000 € monsieur, madame pour le foyer. Vous imaginez, c'est déjà même beaucoup, vous êtes presque dans les classes supérieures quand on parle de 6000 € pour un ménage. Moi, dans mon petit coin de Normandie, quand vous avez 2 fois 1250 €, c'est-à-dire 2 fois un SMIC, c'est déjà bien, c'est déjà beaucoup pour un foyer. Donc, si vous voulez, quand on parle de 3000 €, 6000 €, c'est énorme pour un foyer. Eh bien, à 6000 € pour un foyer, on est extrêmement sensible à l'inflation. Une inflation de 10 ou 15%, c'est très sensible. Et vous imaginez, plus on descend, évidemment, dans les salaires, plus on est sensible et fragile face à cette inflation. Donc, si vous avez 2 sous, 4 sous d'avance, c'est le moment d'acheter les boîtes de conserve, les raviolis, les panzani et les buitoni. Voilà, donc évidemment c'est une allégorie pour vous parler de tout ce dont vous avez besoin, mais stocker ou acheter préventivement ce dont vous avez besoin parce que pénurie, parce que moins de choses vont arriver de Chine, de très fortes augmentations de prix liées à 1, la guerre en Ukraine, 2, évidemment, les perturbations que les Chinois se permettent d'introduire de manière supplémentaire avec tout leur lockdown et donc leur confinement qui sont assez incompréhensibles d'un point de vue sanitaire. Et quand les choses sont incompréhensibles, c'est qu'on n'a pas compris. Voilà, et quand on n'a pas compris, c'est qu'on ne peut pas comprendre ou qu'on ne veut pas nous faire comprendre, mais en tout cas, il se passe quelque chose là-dessus. Voilà, prenez bien soin de vous, soyez prudents, préparez-vous, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle causerie du grenier entre grenésiennes et grenésiens. Prenez bien soin de vous. Salut les amis, à très bientôt.